Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Aujourd'hui, c'est vendredi. Merci de votre fidélité, merci de l'intérêt. Deux invités avec vous aujourd'hui. Dans un premier temps, on va accueillir le professeur Paul Latortue, ancien doyen du Business School de l'Université pontificale de Porto Rico. Il va intervenir à cette rubrique de San Juan, Porto Rico étant. Et dans un second temps, le directeur général de la Bibliothèque nationale, D'Angelo Néa, sera avec nous à l'occasion des 100 premiers jours de son avènement à la tête de la Bibliothèque nationale, ses réalisations, ses espoirs aussi, ses projets pour la bibliothèque. Il sera avec nous à la deuxième partie de la rubrique Le Point de Métropole. Notre premier invité, comme je vous l'ai dit tantôt, c'est le docteur Paul Latortue qui, comme on l'a dit il y a quelques instants, a lancé en Haïti en 2016 le programme de maîtrise en administration des affaires, coiffé par l'Université Notre-Dame d'Haïti, qui est actuellement dans la phase de recrutement de sa 4e promotion. Il est avec nous. Professeur Latortue, bonjour. Merci d'accepter d'être avec nous ce matin à Métropole pour parler de cette nouvelle promotion, je dirais. Wendell, tout d'abord, un gros bonjour pour vous, un gros bonjour pour vos téléspectateurs. Très content d'être avec vous ce matin. Et si on fait un petit bilan de depuis votre dernier passage à la rubrique Le Point de Métropole, et là, est-ce que c'était fructueux? Est-ce que vous avez pu obtenir le résultat escompté, professeur? Je pense que le programme qu'on a créé est un programme qui va très bien jusqu'à présent. Et en l'espace de 3 ans et demi, nous avons pu donner une formation additionnelle à peu près 150 étudiants, et parmi lesquels 120 ont pu réussir, et des 120, 80 sont en train d'obtenir maintenant la double diplomation avec l'Université interaméricaine de Porto Rico. Donc, je pense que c'est un programme qui marche bien et on reçoit des gens venus de différents horizons. Il y a non seulement des comptables et des économistes, mais il y a aussi des ingénieurs, il y a aussi des agronomes, il y a aussi des prêtres, et il y a aussi des gens qui enseignent dans les universités et qui n'ont pas de maîtrise. Il y a des médecins, il y a des infirmières. Moi, personnellement, je suis très satisfait avec ce que je fais en Haïti, pour donner une préparation additionnelle dans les questions de management et qui faisait défaut au pays. Et vous l'avez dit, vous avez lancé ce programme en 2006 après avoir constaté qu'il y a tellement de lacunes. Et vous étiez à l'époque directeur de l'unité centrale de gestion, qui était un organisme d'État. Et là, vos observations, professeur, c'est qu'il y a eu pas mal de lacunes en Haïti. Donc, avec votre... Pardon? J'ai fait cette observation, j'ai pu toucher du doigt ces affaires au moment où j'étais, il y a peut-être 20 ans de cela, directeur de l'unité centrale de gestion, où on travaillait avec des gens très intelligents, mais qui ne pouvaient pas comprendre un bilan comptable. Des ingénieurs intelligents ne pouvaient pas comprendre un bilan comptable. Des comptables qui ne comprenaient pas suffisamment d'économie. Donc, la formation de MBA, c'est un MBA général, Masters in Business Administration. C'est la formation souhaitée pour les gens qui gèrent des progrès. Donc, comme il faut tout gérer, il faut qu'on soit en position pour admettre des gens venus d'horizons divers, de disciplines diverses. Ce qu'on demande, c'est que les gens soient des gens en possession d'une licence universitaire, et deuxièmement, que les admis sont des gens déjà avec une expérience au travail. Parce que l'expérience au travail constitue un intrant dans l'apprentissage en salle de classe. Maintenant, comment participer? Comment s'inscrire? Bon, si on va sur notre site web,
qui est le www.mba-undh.edu.ht. Toutes les indications sont là. Donc, on peut s'inscrire en ligne complètement, mais si vous le voulez bien, vous pouvez passer à notre bureau au 6e étage de l'immeuble Digicel à Turgeau et remettre les papiers. Et il y a quelqu'un qui va pouvoir vous recevoir. Ou bien, si vous voulez envoyer par email et non le faire directement en ligne comme le site web le demande, vous pouvez le faire. Donc, pas de souci, pas de problème. On veut des gens intéressés qui sont au travail à plein temps et qui à la fois viennent étudier à plein temps. Ceci se fait et on apprend beaucoup. Et laissez-moi vous dire, c'est pas seulement les étudiants qui apprennent, les professeurs nous apprennent aussi, parce que quand nous causons avec ce genre de personnes ayant déjà une expérience, vraiment, nous, professeurs, nous apprenons aussi. Oui, donc toutes les parties gagnent. Alors, et combien de personnes vous entendez recevoir cette fois-ci? On est prêt à recevoir jusqu'à un maximum de 60 personnes. 60 personnes? Maximum. Déjà cadres? Bon, des gens préparés, des gens qui sont déjà motivés et qui viennent pour apprendre et pour partager leurs connaissances avec les gens. Voilà. La pandémie de Covid-19 a offert au monde certaines possibilités, ou encore la Covid, ou encore la pandémie, la crise nous a fait voir qu'il y a pas mal d'opportunités qui existent aujourd'hui. Pourquoi ne pas en profiter pour recevoir beaucoup plus de gens? Bon, écoutez, c'est parce que si bien que 75% des cours vont être donnés en ligne, mais nous ne croyons pas au modèle de 100% en ligne. Donc, il y a 25% du temps où on va diviser, n'est-ce pas, le groupe et pour pouvoir respecter, n'est-ce pas, les normes de distanciation sociale et avoir des sessions face à face. Donc, des petits groupes de 10 à 15 personnes maximum dans une salle de classe pouvant recevoir en principe 50 personnes. Donc, on va recevoir seulement 10 ou 15 pour observer les respects, n'est-ce pas vrai, à la distanciation. Donc, ça nous donne aussi des difficultés additionnelles, donc il faut tout gérer. Donc, on pense que si on a une soixantaine de personnes, on va bien. S'il y a 40 ou 50, on peut y aller aussi. Alors, la qualité. Nous insistons sur la qualité, sur le travail de qualité. Donc, d'abord, il y aura un concours. Non. Non. Nous ne procédons pas de cette manière. Comment vous procédez? Nous voulons recevoir des personnes intéressées, informations sur son curriculum vitae, informations sur les gens qui recommandent, n'est-ce pas vrai, leur candidature, et nous passons des jugements, c'est-à-dire qu'il y a un comité d'admission qui passe un jugement et pour pouvoir accepter les gens. Donc, c'est pas tellement le modèle français que nous suivons, c'est plutôt le modèle nord-américain et qu'on fait aux États-Unis et au Canada. En fait, quelqu'un qui nous suit actuellement et qui est intéressé, d'abord doit préparer ses papiers, ses documents et les soumettre. Son dossier. Préparer son dossier et sans prérequis. Sans prérequis, sans prérequis de la part de cette personne, mais il y a des prérequis de notre part à nous. C'est-à-dire que nous avons les critères et les critères sont inscrits sur le site web. Les deux critères principaux, avoir une licence universitaire. Numéro 2, avoir au moins 5 années d'expérience au travail. Ça, ce sont les critères fondamentaux. Bien sûr, il y a d'autres critères, la motivation, etc., la préparation, les notes reçues antérieurement,
Et si nous avons des doutes, nous appelons ces personnes à une interview. Il y a un comité qui regarde. Laissez-moi vous dire, notre système fonctionne et jusqu'à présent, je dirais que plus de 3/4 des admis réussissent. De 2006 à nos jours, date à laquelle vous avez lancé ce projet, est-ce que nous sommes en droit de dire qu'il y a une nette amélioration dans le management en Haïti? Bon, et je ne peux pas vous le dire exactement, mais je suis sûr que nous sommes sur le chemin. Nous sommes en route. Et parce que les résultats ne se trouvent pas d'un jour à l'autre. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas en 3 ans corriger ce qui n'a pas été fait en 2 siècles. Mais de toute manière, je crois que nous préparons des gens intéressants, nous préparons des gens qualifiés. Et je peux vous dire que nos étudiants qui viennent à Porto Rico prendre des cours passent leurs cours avec les plus belles notes. Et les professeurs sont de nationalité haïtienne, américaine? Une bonne partie, et les professeurs sont de nationalité haïtienne, ce sont des gens qualifiés, je vous l'assure. Et de jour en jour, on rencontre un plus grand nombre de professeurs haïtiens qualifiés, des gens qui ont reçu un doctorat, soit du Canada, soit de la France, et parfois des États-Unis. Et je les trouve très intéressants. Et parfois aussi, nous avons des professeurs qualifiés en économie, qui connaissent bien les méthodes quantitatives, qui sont des statisticiens, et ceci est important pour nos cours, mais qui n'ont pas nécessairement la tournure du business. Eh bien, on les met ensemble avec d'autres professeurs venus d'ailleurs, et on va bien. Donc, je peux vous dire que nos étudiants sont très, très satisfaits. Est-ce que le programme... Et je peux vous dire aussi que les professeurs étrangers qui viennent donner des cours sont surpris de la qualité et la capacité des Haïtiens qui sont en classe avec eux. Je suppose qu'un tel programme doit être coûteux, professeur. Est-ce que le programme ne bénéficie d'aucune subvention? Bon, pour les 3 premières promotions, nous avons eu un appui décisif, n'est-ce pas vrai, de certaines fondations du pays et aussi un appui de la BRH. Je ne vais pas vous dire que cette subvention sera aussi possible à partir de maintenant. Si c'est ça, c'est très bien, mais nous n'avons pas de déficit fiscal jusqu'à présent. Et on ne peut pas savoir combien coûte le programme à un intéressé, par exemple? Bon, pour Haïti, ça coûte un peu cher, mais pour les Caraïbes, nous avons un prix pas trop cher, et si on compare avec ce qu'on obtient aux États-Unis, son prix PI que nous gagnons. Et laissez-moi vous dire, à partir de la 4e promotion, il y a au moins 2 prix. Si vous voulez avoir le diplôme haïtien et le diplôme de l'Université de Porto Rico, donc la double diplomation, ça vous coûte $15 000 américains. Si vous voulez avoir le diplôme haïtien uniquement, c'est un peu moins cher. Et si en plus de cela, vous voulez faire une spécialité, parce que notre MBA, c'est un MBA général. Si vous voulez faire une spécialité, donc ça coûtera un peu plus cher que 15 000, mais pour l'instant, parlons de 15 000, et si les gens s'attachent uniquement au diplôme haïtien, ce sera un peu moins cher, aux environs de 12 000 ou 13 000 $. 12 500. Tout ceci se trouve sur notre site web. Mais je peux vous dire que les gens ont une nette préférence pour la double diplomation. Dans ce cas-là, ça non coûte plus cher parce qu'il faut payer l'université étrangère et le prix, c'est 15 000 $ pour des cours suivis sur une période de 15 mois. Alors, si vous comparez ce qu'on demande à Miami ou bien à New York, mes amis, c'est une fraction de ce qu'on demande aux États-Unis. Et nous travaillons à un coût moins cher que ce qu'on demande à la République dominicaine.
Professeur Latortue, qui ça vous fait pour permettre que le programme ça existe, je veux dire, à travers le temps? Si on a décidé de camper, on a décidé de pas continuer avec le programme, non, ou même personnellement, qui ça fait pour se permettre que le continuer? Pour que un patrimoine, s'il vous plaît. Bon, premièrement, non pas font bagaille peut-être pas nous. Nous font bagaille qui pourrait être pour pays. C'est peut-être ça nous installer dans une institution à vocation pérenne. Et l'Église catholique, c'est une institution à vocation pérenne. C'est une des premières raisons qui fait nous croire que c'est là nous sommes de côté. Et deuxièmement, nous mettons autour de nous des gens capables et des gens qui peuvent remplacer nous. Et nous gagnons de bonnes relations avec le recteur et nous baillons de bons résultats et nous menons le monde de l'international. Moi, je crois que tout le monde reconnaît que ça nous fait valable et si jamais un jour vient que je ne pas là encore comme doyen, écoutez, il y a plus de monde qui peut remplacer. Ça, je suis assuré que ça peut. Et avant de finir, dernier mot pour les gens qui sont vraiment intéressés, c'est qui l'inscription a commencé, qui l'a fini? L'inscription a commencé déjà. Et il y a des gens qui ont demandé nous prolonger jusqu'à la fin du mois. Nous n'avons pas de problème, nous avons prolonger jusqu'à la fin du mois. Mais les gens qui sont intéressés, s'il vous plaît, allez sur le site web www.mba-undh.edu.ht. Et si nous avons besoin de parler avec nous, passez 6e étage et immeuble difficile. Il y a des gens qui ont toute information qui a aidé nous pour ça qui est fait. C'est un plaisir pour nous avoir avec nous. Professeur Latortue, bonne chance, passons une bonne journée et un bon week-end. Ok, merci Wendell, merci. Bye bye. Merci. Le professeur Paul Latortue. C'est le temps de la pause. Dans un instant, D'Angelo Nea, directeur général de la Bibliothèque nationale, sera avec nous. On observe la pause et à tout de suite. Tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Bienvenue, madame, monsieur, à la deuxième partie de la rubrique Le Point de Métropole. Son slogan préféré, c'est « Quel bonheur !» Alors là, on va voir si ce bonheur peut être contagieux, d'autant qu'aujourd'hui, c'est vendredi, c'est le week-end. Il est toujours heureux d'ailleurs. D'Angelo Nea est directeur général de la Bibliothèque nationale pour marquer les 100 jours de sa présence à la tête de la Bibliothèque nationale. Il est avec nous. Quel bonheur, Angelo. Merci beaucoup, Wendell. Je suis très content d'être sur ton plateau. Et ça nous permettra de mettre en avant la parole du bonheur et la parole de la Bibliothèque nationale, surtout. Il y a possibilité de les lier. Hein? Absolument. Il faut toujours joindre l'utile à l'agréable. Et ça se fait facilement avec un D'Angelo Nea qui lit beaucoup, qui se retrouve, je dirais, à la place qu'il faut, l'homme du livre, l'homme de la lecture. Que vous êtes? Au fait, je lis principalement pour me faire plaisir. Et c'est la première raison pour laquelle les gens qui nous regardent doivent se mettre à la lecture. Il faut voir dans chaque livre une possibilité de jouissance. Chaque livre propose l'occasion d'un plaisir du texte, comme l'aurait dit Roland Barthes. Donc c'est la principale raison, au fait, pour laquelle il faut lire. Il faut arrêter de considérer... Mais c'est beaucoup plus difficile. Ouais. Parce que certaines gens pouvaient se dire, attends, on va lire pour se former, pour apprendre, puisque tout se trouve dans les livres. En fait, malheureusement, c'est de cette manière-là que les livres nous ont été présentés dès le début à l'école. Les livres ont été présentés comme des corvées académiques. Il faut absolument bouquiner pour passer d'une classe à une autre. Alors que la lecture en tant que telle, c'est une activité de loisir. C'est pour se faire plaisir d'abord qu'il faut lire. Et là, quand on a fait choix de vous comme directeur de la Bibliothèque nationale, vous vous êtes dit,
je me suis retrouvé dans ma place. Comme aurait dit l'Américain, the right man in the right place. Oui, c'est vrai que ça m'a fait beaucoup plaisir quand l'État de mon pays a fait appel à mes services et pour diriger la Bibliothèque nationale d'Haïti. C'est quand même un établissement culturel d'envergure qui est sous l'égide du ministère de la Culture, qui a une grande mission. C'est de conserver, c'est de collecter, c'est de vulgariser tout le patrimoine intellectuel haïtien. Tout ce qui est produit dans ce pays en termes d'actes de pensée, en termes de connaissances, il y a un établissement public qui est sous l'égide du ministère de la Culture, qui a la charge de garder précieusement ces savoirs-là. Je me suis dit, alors là, pour un challenge, là, c'en est un. Vous allez foncer. Absolument. Donc, est-ce que la bibliothèque ne se résume pas à la lecture? C'est ça qui est intéressant qu'il faut considérer aujourd'hui en 2020. Aujourd'hui, une bibliothèque n'est pas seulement un espace où il y a des meubles à rayonnage, où tu as des livres. Aujourd'hui, une bibliothèque, c'est d'abord un espace multifacette. C'est un espace où tu as des jeux vidéo, où des adolescents peuvent seulement venir jouer. C'est un espace où tu as une ludothèque, où des enfants de 7, 8 ans, 10 ans peuvent venir jouer. C'est un espace où tu as un restaurant, où des gens peuvent prendre rendez-vous pour prendre un café sans lire aucun livre. C'est aussi un espace où tu peux avoir un Fab Lab avec une imprimante 3D où des jeunes mordus de technologie peuvent venir utiliser des imprimantes 3D et fabriquer des objets et créer de la valeur. C'est aussi un espace où tu as une médiathèque où des jeunes peuvent se présenter à la bibliothèque que pour avoir accès à Internet, à un ordinateur ou pour écouter de la musique ou encore mieux pour regarder un film. Le rôle d'une bibliothèque aujourd'hui a explosé, d'où la priorité qui est la mienne, de demander aux autorités constituées de revoir la loi organique de la BNH qui malheureusement date de 1984. On prévoyait, Wendell, dans cette loi organique qu'il y ait un dactylographe au sein de la bibliothèque. Oui. Donc nous sommes vraiment dans une obsolescence dépassée. Il faut revoir tout ça pour basculer la Bibliothèque nationale dans la modernité. Vous avez déjà lancé le processus, j'imagine. Parlez-nous de vos réalisations. Alors, au bout de ces 100 jours, je voulais d'abord faire un premier travail. Faire savoir à toute la population ce qu'est la Bibliothèque nationale d'Haïti, c'est-à-dire mettre en visibilité la bibliothèque. Faire savoir à tous les Haïtiens qui nous regardent là maintenant et sur Télémétropole ou qui nous écoutent que la Bibliothèque nationale a cette mission de conservation de toute la cognition haïtienne. Et pas seulement le savoir imprimé, mais aussi le savoir oral. Oui. Quand une vieille dame haïtienne te dit si tu as une migraine, c'est tel thé qu'il faut prendre, c'est un savoir, si tu veux, phytothérapique, un savoir pratique, un savoir qui n'est pas forcément posé scientifiquement, mais c'est une connaissance. Qui a son importance. Qu'il faut considérer, qu'il faut conserver aussi. Voilà, qu'il faut garder. Absolument. Donc, c'est déjà dire à la population, cette bibliothèque existe, ce temple de la pensée haïtienne. Une vraie référence, vous voulez dire. Une vraie référence, voilà, où tout le patrimoine intellectuel est gardé. Ce premier travail, à notre sens, a déjà été fait grâce au plein soutien, Wendell, de tous les employés de la Bibliothèque nationale d'Haïti. Je suis malheureusement la gueule qui est devant, mais derrière, il y a un ensemble de techniciens qui ont 10 ans, 15 ans de carrière, qui font tourner la machine de la Bibliothèque nationale d'Haïti. Donc je dois saluer solennellement l'investissement, le travail acharné de tous les employés de la Bibliothèque nationale d'Haïti. Qu'est-ce que j'ai pu réaliser d'autre au bout de ces 100 jours? C'est lancer le chantier de la numérisation du fonds documentaire de la BNH. C'est extrêmement important d'opter pour cette démarche, dans la mesure où dématérialiser les collections de la BNH, c'est démocratiser l'accès à la culture, dans le sens qu'on peut couper court à une injustice cognitive qui sévit en Haïti. Suivant l'endroit où tu te trouves en Haïti, suivant ta famille, tu as soit accès à la connaissance ou pas. Suivant tes possibilités de déplacement, tu peux y avoir accès ou pas. La BNH ne peut pas recevoir 10 millions d'Haïtiens, mais
en numérisant notre fonds documentaire, nous donnons la possibilité à tous les Haïtiens, peu importe leur lieu d'habitation, ils peuvent avoir accès au patrimoine intellectuel de la nation. On a eu recours à un service, un groupe de jeunes, le réseau des jeunes bénévoles des classiques des sciences sociales, qui ont commencé à numériser les livres les plus rares de notre collection. Et une fois que ce premier travail sera fait, une fois qu'on aura fini de numériser ce fonds documentaire, on va rendre ces livres disponibles sur 2 plateformes multimédia, 2 applications mobiles, Android et iOS. Pourquoi cette façon de faire? C'est parce que tous les jeunes qui nous regardent là maintenant sont très mordus de TikTok, très mordus de WhatsApp et toutes les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Tu ne peux pas vouloir donner accès à la culture à un jeune si tu ne mobilises pas le protocole dans lequel il est le plus à l'aise, c'est-à-dire les nouvelles technologies. Avec ces 2 applications mobiles, BNH sur les téléphones Android et les téléphones iOS, les jeunes de ce pays, et particulièrement les jeunes du secondaire, les jeunes universitaires, ils auront la possibilité de consulter le fonds documentaire national. Deuxième élément, on va créer le site internet de la BNH. Je ne comprends pas en 2020 comment un établissement public aussi important qu'est la Bibliothèque nationale d'Haïti, comment on peut ne pas avoir un site internet avec toute l'ergonomie qu'il faut, avec la possibilité d'emprunter un livre, sa version électronique, et de voir le livre partir dans 3 semaines. Nous sommes dans cette logique de modernisation totale de la BNH. Modernisation, vous avez fait l'évaluation, vous observez ce que vous avez, ce qui existait et ce qui n'existe pas, et vous avez des projets. Absolument. Et les projets les plus importants définis sont quoi? Alors, pour les 10 et 11 août, nous avons une formation sur le dépôt légal et le ISBN. Ça me permet de revenir un peu sur les fondamentaux de la Bibliothèque nationale. Qu'est-ce que c'est que le dépôt légal? Le dépôt légal, c'est la principale manière qu'a une bibliothèque nationale d'enrichir ses collections, dans un premier niveau, et à un deuxième niveau, d'établir ce qu'on appellera la bibliographie nationale. Le dépôt légal, c'est une invitation, même pas une invitation, une contrainte d'État qui stipule que chaque Haïtien qui produit un livre qui parle d'Haïti, que l'Haïtien soit en Haïti ou à l'étranger, que le livre soit diffusé seulement en Haïti, il faut qu'il y ait des exemplaires de ce livre à la Bibliothèque nationale d'Haïti. Il faut que le livre ait un numéro de dépôt légal afin qu'il soit conservé pour les générations futures. Il est très important de dire ça aux acteurs de la chaîne du livre, parce que malheureusement, il y a beaucoup de jeunes écrivains, il y a beaucoup d'éditeurs, beaucoup d'imprimeurs qui décident de publier des livres sans que ces livres aient un numéro de dépôt légal. Ce sont des livres qui sont des pertes pour la postérité, dans la mesure où on ne va pas pouvoir les répertorier dans 20 ans, dans 15 ans, dans 50 ans. Donc c'est très important. Donc selon vous, la bibliothèque doit vivre et survivre, doit exister à travers le temps, mais pour exister, il faut qu'il y ait des livres. Il faut qu'il y ait des livres. Et ces livres doivent être déposés à la bibliothèque à chaque fois qu'un Haïtien produit un livre. C'est ça, ce sont des livres haïtiens d'abord. Des livres haïtiens d'abord. Ou des livres qui sont faits sur Haïti et qui sont publiés à l'étranger. Oui, bon, pour les auteurs haïtiens, je comprends que vous pouvez les porter à faire ce dépôt, mais comment contraindre quelqu'un qui est à l'étranger à le faire? C'est d'où le travail de lobbying pour dire à tous les écrivains ou à tous les chercheurs étrangers qui font des travaux sur Haïti qu'il faut absolument qu'ils nous contactent. Là, nous sommes en train de déblayer un terrain de partenariat avec la librairie du Congrès pour voir qu'est-ce qu'ils ont sur Haïti, la bibliothèque publique de Boston pour voir qu'est-ce qu'ils ont sur Haïti, qu'est-ce que des penseurs américains, des penseurs français, belges ont produit sur Haïti. Il faut absolument que nous ayons tous ces livres dans notre patrimoine intellectuel. Vous avez les moyens d'Angelo Neyar, c'est quoi le budget? C'est quoi le budget de la bibliothèque? Mais c'est important de toucher à la question du budget, parce que si je considère l'une des plus grandes bibliothèques nationales et celle de la France, la BNF, la BNF ne fonctionne pas seulement avec les fonds publics, mais est aussi aidée par des mécènes. Je suis bien content d'être sur ton plateau pour dire à beaucoup de mécènes qui nous regardent là maintenant, si on ne développe pas en Haïti cette culture du mécénat, la Bibliothèque nationale d'Haïti ne pourra pas malheureusement conserver
toute la pensée haïtienne. Nous avons en effet beaucoup de projets, mais si on n'est pas assisté par des compagnies locales, par des personnalités qui nous disent sur tel projet, voici comment on peut vous aider, on ne pourra pas avancer. Je vais signaler un cas flagrant. Le dépôt légal, qui est le principal travail de la bibliothèque, l'espace de stockage que nous avons à la BNH est insuffisant. Il faut étendre l'espace, il faut construire un nouveau bâtiment dans les normes modernes, parasismiques, avec tout le matériel particulier qu'il faut pour ça. Mais l'État haïtien est sur plusieurs chantiers. L'État n'a pas forcément les reins budgétaires pour soutenir de tels projets. Il faut qu'il y ait du mécénat, comme c'est fait en Belgique, comme c'est fait aux États-Unis, comme c'est fait en France. Les gens qui ont de l'argent en Haïti doivent soutenir la pensée en Haïti pour une seule raison. Ça va leur servir après. Quand tu as des jeunes qui fréquentent la bibliothèque, qui sont cultivés, ils deviennent après comptables, ingénieurs, techniciens en vidéographie. Ils vont travailler pour ces entreprises-là qui vont continuer à prospérer. Donc c'est un deal qu'il faut apprendre à faire en Haïti que de soutenir la pensée. Je reviens, Wendell, très rapidement sur la formation. On va parler... Avant la formation, le budget. Oui, alors... C'est quoi l'enveloppe allouée? Alors, l'enveloppe qu'on avait, parce qu'on était toujours sur le budget 2018-2019, on était à 65 millions de gourdes. 65 millions de gourdes, c'est vraiment une misère. Pour te donner un exemple, c'est pas les mêmes pays, c'est vrai. Et vers 2015-2016, le budget de la librairie du Congrès aux États-Unis, c'était 600 millions de dollars américains. Donc, on n'est pas dans les mêmes budgets. Non. Et ce que j'ai vu aux États-Unis, la librairie du Congrès est autant gardée, autant sécurisée que le département d'État. Le même dispositif sécuritaire que j'ai vu, Wendell, devant le département d'État américain, j'ai vu le même dispositif devant la librairie du Congrès. Donc c'est pour vous dire à quel point il y a des États qui ont beaucoup de considération. Mais ils ne sont pas loin non plus, hein? Ils ne sont pas loin l'un de l'autre. Oui, ils ne sont pas loin, oui, c'est le même quartier. C'est le même quartier. Mais le dispositif sécuritaire est étonnant, est fulgurant. Donc il faut dire qu'en Haïti, il faut qu'on arrive à avoir cette culture de la considération de quelques espaces. Nous avons un autre petit problème à la rue du Centre. La rue est malheureusement investie par des garagistes. Oui. Je peux comprendre. Ils ont fui le bicentenaire. Ils ont fui le bicentenaire à cause de l'insécurité et tout, mais là, ils sont maintenant à la rue du Centre. Donc, je peux comprendre cette situation. Le commerce informel, les activités économiques informelles existent dans toutes les économies. Et toi et moi, Wendell, on a vu des marchands de maïs là, dans les rues de Paris. Ça existe partout dans le monde. Maintenant, tu ne verras jamais un commerçant informel devant la BNF. C'est respecté. On se dit, ah, ici est gardé tout ce que ce pays a pensé depuis sa fondation. On ne peut pas banaliser la rue au sein de laquelle se trouve cette institution. Donc je demande solennellement aux mécaniciens qui sont à la rue du Centre, c'est pas l'État qui peut intervenir, c'est pas l'Amérique qui peut intervenir, la police, armes des ordres, c'est pas dans ma manière de faire les choses. Besoin de prise de conscience naturelle. Non, puis là, la guette en bas machine. Et tant comme d'arrêter, Wendell, on prise de conscience naturelle pour ne pas dire, ah, je ne pas penser d'angelo. Il faut d'abord te compte ça qu'il y a une bibliothèque. Voilà, déjà une bibliothèque nationale encore, qui a une mission qui... Bon, je dis que l'homme des petits me connaît que une bibliothèque, son côté, le gouvernement met un paquet de livres, et puis pour mal lire. Oui. Pour mal lire, parce qu'on a fait lecture, et puis après ça dépose le livre là. Ça peut arriver que je saute avec eux, mais il faut que je connaisse, après ça peut faire pour te le tourner. Donc, paquet objectif, il faut se définir là pour moi que mission, une bibliothèque, c'est pas tout le monde qui connaît. Ouais, et ça qui fait nous continuer et faire travailler l'obéir ça. Parce qu'un mécanicien qui est dans la rue du Centre là, il faut le comprendre, s'il préserve la bibliothèque là, petit garçon pâle qui peut venir mécanicien tout, peut-être, mais dans notre profession, là, je livre sous mécanique dans la bibliothèque là. Si c'est plomberie qui intéresse, il y a un livre sur plomberie. Si c'est architecture, il y a un livre sur architecture. Donc il faut comprendre que la bibliothèque est là pour garantir ses intérêts. Lui-même comme mécanicien, après 15 ans d'expérience, s'il décide de faire un livre sur mécanique, comment ranger radiateur, c'est la bibliothèque qui va conserver ce livre de mécanique. Donc il faut que toute mécanicien... C'est des inventions haïtiennes aussi, on ne sait jamais. Des inventions, il y a des secteurs font machine, écouta qui s'appelle un bus. Il faut que tout citoyen d'un pays à comprendre. On ne peut pas banaliser cette rue du Centre qui gagne de l'autre institution d'envergure, la bibliothèque des fois de l'institution chrétienne, FIC, qui est là dans tout, qui est en face nous, il y a le Novelis, il y a Élie Dubois qui est là, il y a un pénitentiaire national qui est là. C'est une rue avec une importance patrimoniale d'envergure. Donc moi je demande
aux mécaniciens. Solennellement, mécaniciens qui n'ont du sentier. Messieurs, bon bâtiment chance. ça, bon chance, non pas qu'à mettre ton garage devant. Rappelez que les bibliothèques nationales. C'est la bibliothèque nationale, c'est-à-dire c'est la pays à mettre toute connaissance, les produits, depuis les fêtes. Ou pas qu'à un petit monde ou à pleuver, ou pas qu'à un petit soeur, ou pas qu'à un petit famille, et vous voyez toute l'école, et puis côté cap conserver connaissance là, on dit non, là, on va banaliser côté ça. Donc on ne peut pas faire ça à ce pays, on ne peut pas enlever à cette bibliothèque son envergure, sa splendeur et sa solennité. Merci. Vous avez dit qu'on va le retourner sous formation. Sous formation. Je ne pas bonne possibilité pour faire, en attendant que m'avancer avec l'autre question. Oui. La formation, c'est 10 avec 11 août. C'est pour tous les acteurs de la chaîne du livre. Qu'est-ce que nous appelons la chaîne du livre? Il y a là-dedans un écrivain, il y a là-dedans un éditeur, il y a là-dedans un graphiste, un imprimeur, un distributeur et un lecteur qui vient le livre là à la fin. C'est une chaîne qui permet que le livre là circule. Ça veut dire que c'est pour tout le monde qui lit. Oui, absolument. Des bonnes chaînes, jusqu'à les deux écrivains, jusqu'à lecteur, il y a tout un parcours que fait le livre. C'est la chaîne du livre. Il faut que tous ces acteurs-là soient au fin de ce qu'est le dépôt légal, quelle est l'importance de cette activité, de ce dispositif, et ce qu'est le ISBN. Quand un livre est produit, quand un Haïtien fait un livre, il faut absolument que ce livre ait un numéro d'ISBN. C'est un numéro international qui permet au livre d'avoir une existence internationale. Ça permet de standardiser et de donner du rayonnement à la pensée haïtienne. J'ai pas compris, il y a beaucoup de jeunes écrivains haïtiens qui méconnaissent le rôle de la Bibliothèque nationale dans l'attribution de l'ISBN. Parce que la BNH est aussi une agence de bibliographie nationale, c'est-à-dire, on doit dire chaque année, voici en Haïti ce qui a été produit en termes de connaissances dans tous les domaines. On doit en même temps, c'est un travail important aussi, être une agence d'ISBN, dire voici tous les penseurs haïtiens que nous avons mis sur la scène internationale en leur attribuant un numéro d'ISBN. Et ça, au cours de cette formation, est-ce qu'ils doivent payer pour ça? La formation est gratuite. Non, pour s'octroyer l'ISBN. L'ISBN, il faut payer 300 gourdes à la BNH. 300 gourdes qui est une misère pour avoir l'ISBN. Mais sans l'ISBN, un écrivain haïtien ne peut pas avoir ses livres dans d'autres bibliothèques internationales. Sans l'ISBN, l'auteur haïtien ne peut pas vendre son livre sur Amazon, sur eBay, sur les autres plateformes où on peut commercialiser un contenu numérisé, imprimé. Au cours de cette formation, on va aussi expliquer aux gens comment le rôle d'une bibliothèque a explosé. Si nous considérons ce qui se passe maintenant dans le compas, il y a beaucoup de textes magnifiques qui sont produits. Moi, j'aime beaucoup la composition de Impossible, là, Overdose, L'amour. La bibliothèque d'aujourd'hui doit conserver ces chansons compas pour que dans 30 ans, dans 40 ans, qu'on puisse travailler sur ces textes-là. Une bibliothèque aujourd'hui doit travailler sur le rabodaï. C'est quand même un fait de mode. Il y a beaucoup de jeunes qui ont il y a comme une identité rabodaï. Il y a une manière d'être dans le rabodaï. La Bibliothèque nationale doit conserver ces moments de notre histoire de peuple, afin que dans 50 ans, un chercheur puisse se dire qu'est-ce qu'il y avait en Haïti et comme mouvement culturel en 2020. Ah, mais il y avait Rabodaï, il y avait des DJ, il y avait une manière de danser. Parce qu'en 1920, on ne dansait pas comme on danse aujourd'hui. La Bibliothèque nationale doit rendre compte de cette manière de danser. En 1920, c'est fité comme pointu, sous garçon, gouillé, Jean le fait Kounia en 2020. Mais une bibliothèque nationale. Même aller dans le bal, dans le programme, poser les gens qui gagnent 60 ans aux questions, il y a des gens qui gagnent 50 ans. Bon, 50 ans, pas assez, mais 55, 60, 70, 75 ans. Écoutez, aller au bal, c'est un bagage de classe. Absolument. C'est pas. Mais je vous dis, pour montrer qu'à quelqu'un est d'accord avec vous, tu as deux livres sur ça, livre et photo. Absolument, livre et photo. Et merci de dire photo, parce qu'une bibliothèque nationale doit gagner un département qui a conservé photo seulement, qui a conservé monographie, qui a conservé plan, qui a conservé carte, qui a conservé manuscrits, qui a conservé dessin. Et mieux encore, et ça c'est ce que je vais faire moi prochainement dans le cadre de ma mission, une bibliothèque nationale aujourd'hui doit conserver les domaines Internet. Parce que le pays a fonctionné sur métropole, une plateforme Internet. Beaucoup de contenus de métropole sont sur les sites Internet. Vous avez votre site Internet. Le domaine, le site Internet
doit être conservé au sein de la Bibliothèque nationale d'Haïti. Et l'audiovisuel? L'audiovisuel est au plein cœur de la mission d'une bibliothèque nationale. Et ça fait, c'est la plus grande urgence du moment que de revoir notre loi cadre afin de standardiser les actions de la Bibliothèque nationale. Mais il faut que les autorités comprennent le sens, l'importance de la bibliothèque. Mais je dois dire une chose par rapport à ça. Et la bibliothèque est sous l'égide du ministère de la Culture. Et c'est M. Pradel Henriquez qui est ministre de la Culture. Nous avons une parfaite collaboration. M. Henriquez a la même hauteur de vue que moi. Il comprend aussi bien que moi l'importance de ce travail. Il comprend aussi bien que moi l'intérêt qui est celui de l'État, que de conserver la pensée, que de former des citoyens, que de préparer les élites pour l'avenir. Au fait, c'est ce que nous faisons à la Bibliothèque nationale d'Haïti. Nous préparons les élites économiques, les élites politiques. Nous sommes en train de fabriquer l'avenir à la Bibliothèque nationale d'Haïti. Et ça fait me retourner encore à monsieur mécanicien. Monsieur, on ne peut pas faire ça à un établissement qui conserve l'avenir. Si ça fait mal. Oui, les maps descendent dans le bureau. Je me dis, pourquoi ça n'est pas dit naturellement, on ne peut pas mettre ça là. On ne peut pas faire de cette rue un garage. On a osé, j'ai dit osé parce qu'il y a des particuliers qui font pas quoi qu'on doit faire. Pour machine pas camper devant la caille, il écrit no parking. Bon, vous comprenez devant barrière parce que c'est sorti. Oui. Mais pour ça, on va faire même gentil. Mettons une sorte de. Des distances là, vous mettez des panneaux, si vous voulez, juste devant bureau. Je pensé à ça exactement devant BNH là. Après, ça me dit, mais ça n'aura aucune importance. Si je fais ça exactement devant BNH là, mais le reste de la rue du centre, il a toujours été espèce de garage ça. Parce que rue Avine pas sain, il n'est pas saine une rue. Mais on connaît que c'est le travail de la mairie. Oui, c'est le travail de la mairie, c'est vrai. Voilà. Il est vrai que la mairie, malheureusement, pourquoi réagit sur ça? La mairie a dit, messieurs, attention, comme premier citoyen de la ville, dans cette ville, il y a la connaissance haïtienne qui est conservée. On ne peut pas mettre un garage ici. Et pas dit, mon bagage doit travailler, faire petit garage, occuper petit ouvrir l'école, pour le venir dans la bibliothèque là, non? Là, nous mettons en question tout le fonctionnement de la société et même de l'État en général. C'est parce que les choses sont mal organisées. Parce que quand même par réflexe, il n'y a pas qu'un garage en plein air, pas qu'un garage dans la rue tout. Ouais. C'est pas normal. C'est pas normal. Il faut que tu aies déjà quelqu'un qui dit, hey, attention, machine ça, après 2 jours, le fait là, il y a pas aller. Ouais. Il y a pas aller, il n'y a pas qu'à camper, il n'y a pas qu'à pas, nous pas disposer de là comme garage. Absolument. Donc moi je fais toujours cet appel citoyen à tous les mécaniciens pour me dire non, messieurs, bonne chance. Prenons oui parallèle, bonne chance pour nous gérer connaissance pays dans la bibliothèque là. D'Angelo, si vous nous retourner, si vous permettez que nous retournions sur goût, le plaisir de lire Jean Soudil. Ça fait partie de mission bibliothèque là. Inciter, encourager moun li. D'ailleurs, s'il mettait le livre disponible pour moun venir, c'est pas pour vendre. Absolument. Et même lorsque c'est pour vendre, c'est vendre à des fins de lecture. Absolument. Maintenant, observer même genre avec tout le monde que le plus facile aujourd'hui pour un jeune avec un smartphone, non mais au lieu avec un livre. Au plus facile, nos jeunes filles ont fait selfie avec un téléphone au lieu que son livre qui un cahier dans main. Maintenant, c'est des bagages que nous gagnons qui a perdu. C'est-à-dire goût que nous avons gagné longtemps pour la lecture, il a perdu. Qu'est-ce que vous gagnez dans main? Qu'est-ce qu'on a fait pour te rappeler? Moi, votre serviteur, moi, en vous parlant, je suis capable de dire que ou plus facile, je montre la caméra, moi sur le téléphone, même chercher chercher nouvelles, comme ça, fait partie du travail. Moi, c'est là que je vérifie en pile, ça me pour me vérifier le sam dans le livre. Est-ce que vous entrevoyez, parce que vous-même c'est plaisir, vous prenez d'abord dans le livre. Oui. Est-ce que vous avez un bagage qui a fait pour nous rappeler Timounio que non seulement vous prendre plaisir dans la lecture, mais vous êtes capable d'apprendre tout. Est capable de former tête. Alors, façon nous gain pour nous agir, et ça, il rentrer en plein cœur dans le bilan et de mes 100 jours, c'est
Aujourd'hui, c'est une bibliothèque qui doit s'adapter aux besoins de son public. Nous avons un public qui est dans le 2.0. Nous avons un public qui est très téléphone parce que le téléphone offre des facilités, le téléphone offre des distractions. Mais moi, je me dis pas qu'il y a un monde sur la terre qui parle de lire. Tout le monde qui compte lire, c'est-à-dire qui est alphabétisé, remet lire. Un monde qui pense qu'il parle de lire, c'est parce que mon n'a pas jamais tombé sous ça Amélie Nothomb relé son coup de foudre littéraire. Mon n'a pas jamais tombé son livre qui fait le plaisir. Moi j'ai 15 ans. Je suis tombé sous Le diable dans un thé à la citronnelle de Gary Victor. Moi j'ai un nèg qui a le coton diable. Monsieur Badjab a 15 ans dans la ville pour le une belle garçon, pour le un cob, pour le séduire Esmeralda, on simulatrice cheveux longs. Moi j'étais fasciné à 15 ans. Je me dis, wow, monsieur Besoin, monsieur a 15 ans dans la ville. J'ai adoré cette lecture-là. Parce que ça là, c'est que monsieur est capable de comme elle était après ça. Ça intéresse. Ça, tout ça là. Donc, moi, ça m'a beaucoup plu. Daniel Marcelin, qui est ici à Métropole, l'aime 14 ans, 15 ans, et il a mené dans un spectacle, moi, Daniel, sur scène. Je me dis, mais c'est magnifique ce qui se passe là. Ça me touche. Il faudra poser l'autre question de pourquoi Daniel va jouer théâtre encore, va faire théâtre encore. Nous allons aller de ça. Oui, mais il y a des choses qui se perdent. Il y a des choses qui se perdent, mais pour nous faire ça retourner, il faut réconcilier la jeunesse de ce pays avec la lecture. Il faut proposer aux jeunes de ce pays des livres qui correspondent à leurs besoins, qui correspondent à leurs attentes. Tu ne peux pas demander à un jeune de 15 ans de commencer à lire avec un Jacques-Stéphane Alexis. Non, ça ne va pas le faire. On peut commencer avec une plume, mais vraiment faramineuse des lettres haïtiennes contemporaines, celle de Kate Limas, qui sont excellentes écrivaines, qui écrit Bridget Blues, qui sont livres exactement pour adolescents. Tu ne peux pas avoir 16 ans, 17 ans et ne pas aimer Bridget Blues. Heureusement qu'on a ça à la Bibliothèque nationale d'Haïti. Tu ne peux pas être un jeune de 16 ans, 17 ans, La belle amour humaine de Lionel Trouillot, pas arriver sous. Ou Cito Cavé, que dis-je? Cito Cavé écrit quand même Femme n'a belle, couillon pillé laurier, soleil a bombardé. Là, ça doit absolument te parler. Il faut qu'on arrive à dire à ces jeunes, on peut vous prendre dans ce qui vous intéresse. Et la lecture n'est pas une corvée académique, c'est d'abord une source de plaisir. Et ça fait, pour le bilan de mes 100 jours, nous avons numérisé au moins une cinquantaine de livres rares de la BNH. Nous numérisé de livres qui concernaient les pères fondateurs de la nation, les anciennes constitutions, livres qui sont l'histoire de l'art pays, livres qui sont les grands penseurs de ce pays. Après, nous allons créer de plateformes multimédia qui a un club de lecture en ligne. Et là, je dois encore remercier le ministère de la Culture. Les me présenter au projet, je prends à bras le corps, Jean-Audia. C'est de cette manière-là qu'on pourra intéresser les jeunes à lire. Sous plateforme multimédia, il y a des essentiellement pour le café Letifi. D'où le piège. Quand j'étais prof de littérature, Wendell, mal fait quoi en système son? Les élèves ne comprennent pas. Que fait le professeur? Que fait M. Néard? Mais non, système son, mettez grand comme malade à jouer. C'est poum, poum. Tout le monde dans la classe qui, genre les Dexter, Bridgen, on fait, oh, mais là, au bon, hein, là, oui, là, on va plaguer, mais là. Mais au fait, je voulais seulement voir avec eux. Il n'y a pas de gogo, je vais passer. Oh, mais là, il y a tout un bon gestuel, tout maintenant. Gestuel, oui. Là, bien passé, là. Moi, je voulais seulement. Mais on manque de rater vocation, là, parce que je voulais seulement étudier l'itote anegyo. Je voulais étudier euphémisme avec eux. Je voulais étudier métaphore, synecdoque avec eux. Mais moi, si je venais avec un contenu 17e siècle, tout de suite, ça ne va pas le faire. Ils ont accès aussi à cette culture du XVIIe siècle. Mais on a commencé avec un protocole qui correspond à besoin. On va joindre pour mener vers la culture. Absolument. Au lieu que c'est eux-mêmes qui essayent de monter l'escalier pour venir joindre. Absolument, je fais l'inverse. Je vais le faire dans la bibliothèque. C'est une bonne méthode. Oui, à la Bibliothèque nationale, je vais lancer très bientôt un festival Rabodaï, de textes Rabodaï, où des jeunes vont venir à la bibliothèque pour chanter textes Rabodaï. Mais ils vont venir à la bibliothèque. Il me dit, ah, oui, il y a la culture Rabodaï, mais il y a aussi une culture parallèle, il me semble. Peut-être qu'on fait la même chose, et dans le Rabodaï, et dans ce qui est considéré comme la culture consacrée. C'est de cette manière-là qu'on peut récupérer les jeunes. Parce qu'un texte Rabodaï, qui ça le dit, c'est on prend plaisir, on a le danser, etc. Mais l'immense, elle dit la même chose dans ses romans. Elle dit, amusons-nous, faisons l'amour, faisons la fête. Si tu considères encore
Un autre écrivain comme Eugène Ionesco qui parle dans le patrimoine pas nous. C'est la même chose si on fait la fête. Le marquis de Sade qui met naissance à mot sadique là, c'est la même chose, oui. Je dis faisons la fête toute la nuit. Donc il faut dire aux jeunes de ce pays, ce qui se passe dans les livres se passe aussi dans votre vie. Tout petit jeune qui ménage. Mais qu'est-ce qui se passe dans L'amour avant que j'oublie? C'est une grande histoire d'amour. Donc il faut vulgariser les contenus des livres. Et c'est ce que nous allons faire à travers cette opération de numérisation pour que les jeunes de ce pays viennent vers les livres et apprennent à se cultiver pour être à l'avenir des citoyens importants pour la nation. Et on croit que la marché? Ah, on croit assidûment, profondément la marché. Parce que m'essayer dans de micro-mondes, moi m'essayer avec 2 élèves, l'aime d'avoir fait cours 17 ans, 18 ans, j'ai vu que ça a marché, je me suis dit ça peut marcher. Et moi, j'ai 2 élèves qui sont bridgen et qui aiment citer on vers Fernando Pessoa, qui pas dans l'univers du tout, m'écrivent portugais vraiment pile moi-même. Mais le fait que chaque matin, je répéter phrase là, me répéter là, me faire quoi? Vous dites que je suis double, mais non. Je suis immense. Pourquoi c'est 2 ans après? Mais là, vous dites que je suis double. Mais non, je suis immense. Mais mine de rien, il connaît Fernando Pessoa. Donc, au service de mon texte, comme refrain personnel ou bien comme slogan. Slogan pour me commencer quoi? Pour former Absolument. Les enfants. Et c'est la même chose avec René Philoctet qui est dans la collection BNH. René Philoctet a un plus bel poème d'amour au cas dit on fille. Monsieur dit fia, il dit le rose mon poème, des échancrures de ciel saoulé. Il dit l'été, piqûre d'abeilles au sang des fleurs. Il dit de toi des choses rares, ton rire jette d'eau dans le bassin. Dit messieurs, les nappes filons filles. Dit fia ça, dit fia ton rire, c'est un jet d'eau dans un bassin. D'ailleurs sourit, d'ailleurs dit ah c'est pas mal hein. Mais à la BNH on va faire la même chose. Un jeune qui passe à la rue du Centre, qui est BNH, il n'est pas connaît autant de poèmes d'amour qui conservent d'un côté ça. Et ça fait numériser la collection. Pour nous capables surtout, ça m'intéresse énormément, attaquer nous à l'injustice cognitive. Au fait que quand tu es au fin fond de Port-de-Paix, tu n'as pas accès au savoir. Quand tu es au fin fond de Les Irois, tu n'as pas accès à la culture. Dès lors qu'on aura fini de numériser tout le fonds documentaire, on va mettre tous les citoyens de ce pays à égalité devant la connaissance. Et c'est ça qu'a fait dans 15 ans, dans 30 ans. C'est rendre la connaissance accessible à tout le monde. Démocratiser la culture. Maintenant, avant de finir, D'Angelo, où le temps passe vite. Ah oui. Oui. Et c'est quoi la méthode de lecture de D'Angelo? Ça me dire son véritable aveu. Je dirige une bibliothèque nationale. Je n'arrive pas à lire dans les bibliothèques. Parce que l'activité de lecture, pour moi, est une activité privée, intime, spirituelle. Je dois être dans mon lit tout seul. Cloîtré. Quand je vais dans une bibliothèque, mal prêté livre là. Je fais ça en pile j'étais adolescent. J'ai fréquenté un pile bibliothèque Institut français, bibliothèque Monique Calixte. Et là, je me remercie publiquement Focal. Focal font bibliothèque moderne, chic, confortable. Et c'est ça que le pays a besoin. Les gens de Focal sont des visionnaires. Je demande aux jeunes qui nous regardent de fréquenter aussi l'espace de la bibliothèque Monique Calixte, qui gagne toute ergonomie moderne en bibliothèque d'où est gagné pour recevoir jeunes. Moi, j'avais 14 ans, 15 ans. Il y avait déjà un espace pour les adolescents où je pouvais lire des revues pour adolescents à l'époque. Donc il faut saluer le travail de Michel Pierre-Louis, le travail de Lorraine Mangonèse, qui ont donné à ce pays une bibliothèque de proximité qui est moderne. Moi, ma méthode de lecture, c'est être chez moi seul, sur mon canapé, et donner à un écrivain 10 premières pages pour me convaincre. Et quand ça me lit. Je commence la lecture, sous 10 premières pages, je dois sentir quelque chose. Il faut que le langage qui est proposé dans ce livre me double. Il faut que le langage qui est dans ce livre soit plus abouti que moi comme lecteur. Il faut que je sente le talent à vue d'œil. Il faut me sentir la émoustillée, que ça me prenne à la gorge. Là, je te lis. Et je suis aussi sur le chantier de lecture. Je lis un peu l'économie, l'amna Thomas Piketty, je lis un peu le politique, je lis le livre sur management, je lis un peu sur l'astronomie. Ça m'intéresse beaucoup que de savoir ce qui se passe sur les exoplanètes. Ça m'intéresse beaucoup qu'est-ce qui se passe sur Mars, Curiosity. Et j'aime beaucoup dire ça aux jeunes. Ouvrez-vous à tous les champs de la connaissance. Vous n'allez pas en mourir. Donc, il faut trouver sa voie, sa manière de lire. Et il faut aussi se dire, quand tu es avec un livre et que le livre, j'ai dit en français, te tombe des mains,
c'est pas que tu n'aimes pas lire, tu n'es pas tombé sur le bon livre. Il faut continuer à chercher. Il y a sur la terre, dans la littérature haïtienne, des milliers d'écrivains. Alors vous diriez qu'il y a des livres qui sont mauvais? Il y a malheureusement des livres qui sont mauvais, il y a des livres qui sont mal écrits, il y a des livres qui n'auraient pas dû être. Parce que tout le monde veut écrire à un moment, il y a des gens qui n'ont pas de talent. Parce que ça demande un talent, ça demande une énergie, ça demande une plus-value pour écrire un livre. Je suis déjà tombé sur de très mauvais écrivains, mais je ne leur ai pas donné la chance, tu vois, d'épuiser le livre. Hein. Au bout des 10 premières pages, je me suis dit, alors là, c'est pas possible, ça va pas le faire. J'ai pas de temps pour ça. Tout comme il y a des mauvais peintres, tout comme il y a des mauvais musiciens. Oui. Je suis à Métropole, où il y a d'excellents musiciens qui sont à Métropole, les Woodmayer et tout. Donc il y a aussi de mauvais musiciens, tout comme malheureusement, il y a de mauvais écrivains. Donc très souvent, c'est pas le lecteur qui est en faute. Très souvent, c'est l'écrivain qui est en faute. Ou c'est un langage commun qui n'a pas été trouvé entre le lecteur et l'écrivain. Vous avez lu Sigmund Freud? Oui, j'ai lu les conférences de Freud. Et ça vous dit quoi? Et moi, j'ai beaucoup aimé. Et déjà, bon, comme c'est une traduction... C'est parce que vous avez parlé de 10 premières pages, de donner votre temps aux 10 premières pages au lecteur. Oui, mais les conférences de Freud, et moi je les trouve accessibles, et d'autant que ce dont il parle, quand il parle de la complexe d'Oedipe, et du complexe d'Oedipe, pardon, et quand il parle du complexe d'Électre, moi c'est des choses qui m'intéressent. Ce que Freud m'a aidé à comprendre. Et les m'abdomis, moi, j'ai toujours une tendance, et recoqueviller comme tant qu'on mettez, parce que tout le monde fait ça à un moment dans la nuit, mettez 2 mains nous d'enfants pour nous dormir. Mais c'est en lisant Freud, vers 18-19 ans, que j'ai compris que quand nous dormons, nous avons cette tendance à retourner à l'état fœtal. J'étais dans votre maman. Un petit bébé. Absolument. Et là, moi, ça m'a fait un choc. Je me suis dit, ah, c'est donc pour ça que je dois lire. Ça me permet de comprendre plein de choses qui m'arrivent dans ma vie et sur lesquelles je n'avais pas encore la possibilité d'une diction. Et voir qu'on gagner envie de retourner à l'état fœtal, donc... Ouais. Vous voulez apprendre plus de Freud pour être debout? Absolument. Et cette histoire de complexe d'Oedipe aussi, il fallait comprendre ça. Et pourquoi les enfants pensent que leurs parents, et c'est leur mari ou c'est leur femme. Donc la lecture ouvre vraiment les voies à tous les savoirs Wendell. Et il y a un livre pour toute catégorie monde sous la terre, suivant sa ou aimé. Peut-être que nous deux, nous avons poésie, nous avons littérature, mais au monde qui a étudié ébénisterie, il y a un livre sur ça. Au monde qui a étudié lumière, il y a un livre sur faire lumière, au monde qui c'est caméraman, au monde qui a maquillage, il y a un monde qui a la mode, un mannequin qui a posé, qui a fait belle photo, un petit fille qui a fait des vidéos, il y a un livre sur ça. Qui vient pour faire une belle selfie, qui vient pour marcher en mannequin, qui vient pour faire de belles rades. Donc il y a un livre qui correspond à besoin de chaque monde. Il y a pour tout le bagaille, il y a pour tout le monde. Ouais. Qui sont quittés, qui sont prévus à quitter? Ou bien, si on me pose l'autre genre, dans 2 ans, quel changement fait dans la Bibliothèque nationale? Dans 2 ans, le grand projet que j'ai, c'est de prendre toute la rue du centre, toute tronçon rue du centre là, pour nous mettre bâtiment BNH là. Toute la rue du centre? Non, on a commencé dans l'entrée rue du centre là, donc nous venons là, et puis il y a une rue passée dans le milieu, je ne sais plus comment ça s'appelle. Puis on a pris une petite portion là, pour nous faire tout bâtiment rue du centre là. On a intégré Élie Dubois dans l'écosystème là, comme bâtiment patrimonial. On a étendu juste en fin rue là. Pour nous faire un bâtiment d'envergure. Pour exproprier le monde, tout ça? Ça va demander ça. Ça demande une intervention publique d'envergure. Pour nous créer une véritable bibliothèque nationale. Pour tout pays sous la terre dit, on peut tout reprocher à Haïti, mais il y a une valeur la connaissance. Mais il y a comment pour conserver ça, y penser. Faire un bâtiment moderne, ultra chic pour la BNH. Est-ce que vous avez un support autorité déjà sur ça? Est-ce que c'est déjà sur papier? Ça, c'est sur 2 ans. C'est sur 2 ans. Sur 2 ans. Tu me dis, est-ce que le projet est déjà là? Non, là nous sommes dans une phase de consultation. Voir quels sont les architectes, quels sont les ingénieurs qui pourraient nous faire ce bâtiment. Non, même pas les nationales à la tête toujours. Oui. Yeah. C'est vrai qu'il y a des choses à faire dans tous les domaines. Mais dans 2 ans, moi, c'est ce que je vois comme chantier, que d'envoyer ce signal-là à toutes les nations de la planète, aux nations nègres, par exemple, qui nous considèrent comme le premier pays noir, nègre au monde, que de dire, ah, ils ont une considération pour la connaissance. Voici un bâtiment d'envergure, voici un bâtiment ultra moderne et chic qu'ils ont laissé pour la pensée.
Petit projet immédiat m'gen kounya, c'est bâtiment m'gen kounya là, rive mettre une structure légère sous lui pour nous héberger certains services parce que je suis pas d'accord pour employer la Bibliothèque nationale d'Haïti, pas travailler dans de bonnes conditions, puis bien installé, puis bien confortable, puis bon bureau, etc. Pour l'instant, m'estime que les conditions de travail employé BNH, pour compétences qu'on ait gagné, pour tant d'expérience qu'on ait gagné, je suis conscient que les conditions de travail pour répondre à ça, je gagne dans tête moins comme standing de confort. On monde doit gagner pour le travail dans l'établissement aussi important. Pour le travail, pour le produit et pour le réceptif tout. Pour le réceptif tout. Parce que la vitesse de croisière, nous voulons prendre un BNH là, il faut que tous les employés soient avec nous, soient dans le confort idéal qu'il faut pour nous capables d'arriver produits dans la bibliothèque là. C'est un plaisir, vous me dites, 100 jours après. J'espère que nous vivons. Ouais. Pour inaugurer réalisation d'Angelo. Ma vie retourner dans 3 mois pour nous présenter site internet là avec les 2 applications mobiles Android iOS pour tout le monde dans le pays qui a gagné le meilleur accès à la connaissance haïtienne. Merci de ton invitation, Wendell. Merci infiniment. Bon week-end à toi. Bon week-end à toi aussi. Gardons bonheur. Oui, gardons bonheur. Quel bonheur, gardons bonheur. Gardons bonheur. C'est ça. Vous avez suivi, mesdames, messieurs, la rubrique Le Point de Métropole. Le directeur général de la Bibliothèque nationale, D'Angelo Néard, était notre invité ce matin. Merci de l'accueil. Passez une excellente journée avec nous. Et à lundi prochain. Bon week-end à tous. Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point tous les matins à 8h30, reprise 1h30.